Mon frère m'appelle de son repas de mariage, j'ai utilisé ta carte pour la note de 40 000 €, c'est ton cadeau. Anéanti et ruiné, je lui ai juste demandé, tu habites chez maman, n'est-ce pas? Il a ri et a dit oui. J'ai répondu, plus maintenant. Mon frère François a utilisé ma carte de crédit pour payer l'intégralité de sa réception de mariage à 40 000 €, se moquant de moi en disant que j'étais riche et seul. C'était les derniers fonds de roulement de mon entreprise. Quand ma mère m'a dit de me taire, j'ai passé un coup de fil. Le lendemain matin, alors que le panneau à vendre était planté sur sa pelouse, ils ont appris que leur cadeau allait tout leur coûter. Le bip stérile et incessant du moniteur cardiaque de l'hôpital était la bande-son de ma vie. J'étais adossé à une montagne d'oreillers empesés, une tasse de thé tiède intacte sur la table roulante à côté de moi. Ce n'était rien de mortel, juste un cas grave de pneumonie exacerbé par 2 mois de travail non-stop. Je dirigeais mon agence de design graphique, Pixel Parfait, en fonctionnant uniquement à la caféine et au peu d'énergie qui me restait, essayant de décrocher un gros client qui nous sortirait enfin du rouge. Le médecin avait ordonné une observation de 72 heures. Et honnêtement, être forcé de me reposer était presque un soulagement. C'est à ce moment-là que mon téléphone, posé innocemment sur mes genoux, a vibré. Ce n'était pas un SMS. C'était une alerte de carte de crédit. Alerte à la fraude. Un paiement de 40 000 € au domaine de la Chênaie a été approuvé. Si vous n'êtes pas à l'origine de ce paiement, veuillez nous contacter immédiatement. J'ai fixé l'écran, le souffle coupé, ce qui a déclenché une toux sèche et douloureuse. 40 000 €, le domaine de la Chênaie. Il a fallu un moment à mon cerveau en manque d'oxygène pour situer le nom. C'était le lieu de réception ridiculement cher dont mon frère François et sa fiancée Manon rêvaient pour leur mariage. Mes doigts, maladroits et tremblants, ont immédiatement composé le numéro de François. Il a décroché à la 3e sonnerie, non pas avec un « allô », mais avec des bruits de rire et de verres qui s'entrechoquent. « François », dis-je, ma voix un croassement rauque. « François, qu'est-ce que tu as fait ?»« Amélie, salut. » Sa voix était mielleuse, pleine d'une fausse gaieté. « Tu ne devrais pas te reposer. Maman a dit que tu étais à l'hôpital. » Ma carte, François. Le domaine. C'est un paiement de 40 000 €. Dis-moi que c'est une erreur. Il y eut une pause. Le bruit de fond s'est estompé, il a dû mettre la main sur le téléphone. Je l'ai entendu chuchoter quelque chose à Manon, suivi de son gloussement aigu si caractéristique. Il est revenu en ligne, sa voix dégoulinait d'une arrogance qui me glaça jusqu'aux os. Oh, ça. Détends-toi, Amélie. On a juste, tu sais, réglé la facture finale. La compte était déjà payée, alors on a juste soldé le reste. Qu'est-ce que tu veux dire pardon? Tu as utilisé ma carte. La carte que je t'avais donnée pour la compte du traiteur. Je lui avais explicitement donné le numéro de carte pour un acompte de 1 000 € il y a 2 mois. Un cadeau que je ne pouvais déjà pas me permettre. Le fournisseur devait l'avoir gardé en dossier. Ouais, eh bien, considère ça comme ton cadeau de mariage. Il a ri. C'était un son froid, tranchant, totalement dénué d'humour. Allons, voyons. Tu es riche. Tu as toute cette entreprise. Et soyons honnêtes, tu es toute seule. À quoi d'autre vas-tu dépenser ton argent? Tu devrais être heureuse pour moi. Riche et seule. Les mots m'ont percuté, chassant l'air de mes poumons déjà en difficulté. Riche. J'étais à une semaine de ne pas pouvoir payer les salaires. Ces 40 000 € n'étaient pas la richesse. C'était mon capital d'exploitation. C'était les salaires de mes employés. C'était le loyer de mon bureau. C'était l'argent que j'avais minutieusement économisé pour couvrir la période creuse après mon expansion. L'argent qui était censé maintenir mon entreprise, l'œuvre de toute ma vie, à flot. François, murmurai-je, le combat s'évanouissant en moi, remplacé par une terreur froide et vide. Ça. C'était mon dernier argent. C'était tout. Oh, arrête d'être si mélodramatique, Amélie, ricana-t-il. Tu en gagneras d'autres de toute façon. Je dois y aller. Manon veut répéter notre première danse. On se voit au mariage. Ne sois pas en retard. La ligne a été coupée. Je suis resté immobile, le téléphone glissant de mes doigts sur la fine couverture de l'hôpital. Le bip du moniteur cardiaque semblait s'amplifier, se moquant de moi. Riche et seul.
Il ne m'avait pas seulement volé. Il avait pris mes sacrifices, les années que j'avais passées à le soutenir, lui et notre mère, les relations que j'avais laissées se flétrir parce que j'étais toujours trop occupé, les enfants que je n'avais jamais eus, et les avait transformés en justification pour son vol. J'ai pensé à mon associé, Chloé. J'ai pensé à mes 3 employés qui me faisaient confiance. J'ai pensé au bail que je venais de signer. En un seul acte désinvolte et égoïste, mon frère avait tout détruit. La trahison était pire que le diagnostic lui-même. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine appuyer sur le bouton d'appel de l'infirmière. Une femme aimable aux yeux fatigués est entrée, a jeté un coup d'œil à mon visage et au rythme effréné sur le moniteur cardiaque, et a immédiatement ajusté mon oxygène. Respirez profondément, ma chère. Vous vous mettez dans tous vos états, dit-elle, sa voix douce. Mon téléphone, altez-je. J'ai besoin de passer un appel. Je n'ai pas appelé la banque pour signaler la fraude. Pas encore. Signaler cela comme une fraude signifierait déposer une plainte à la police. Cela signifierait que mon frère François serait arrêté. Même si je le méprisais à ce moment-là, l'idée d'envoyer mon propre frère en prison, le scandale que cela provoquerait. J'hésitais. Il devait y avoir un autre moyen. J'ai appelé la seule autre personne impliquée dans cette affaire, notre mère, Hélène. Elle vivait dans un confortable bungalow de 3 pièces dans un quartier calme. Elle était censée être la boussole morale de la famille, celle qui, malgré ses défauts, croyait qu'il fallait faire ce qui est juste. Elle a décroché immédiatement. Amélie, tout va bien? J'allais justement venir te voir. Des larmes de panique pure et sans mélange coulaient sur mon visage. Maman, François a fait quelque chose. Il a fait quelque chose de terrible. Il a mis toute sa réception de mariage sur ma carte. 40 000 €. Il y l'a volé. Il y eut un long et lourd silence à l'autre bout du fil. Je l'entendis soupirer, un son que je connaissais bien. C'était le soupir de l'agacement. Oh, Amélie, dit-elle, sa voix teintée d'épuisement. Tu es sûre? C'était peut-être une erreur. Il l'a admis, maman. Il m'a dit que c'était mon cadeau parce que je suis riche et seul. Maman, c'était l'argent de l'entreprise. C'était la paix. Je suis ruiné. Il m'a ruiné. Un autre soupir. Celui-ci plus profond. Eh bien, ce qui est fait, n'est-ce pas? Le mariage est dans 2 jours. Tu ne peux pas, qu'est-ce que tu veux dire par ce qui est fait? J'étais presque en train de crier, ma voix se brisant. Il m'a volé. Il doit appeler le lieu de réception. Il doit annuler le paiement. Il doit arranger ça maintenant. Ne sois pas si mélodramatique, Amélie, dit-elle, et mon sang se glaça. Elle avait utilisé exactement les mêmes mots que François. C'était comme s'ils avaient répété. Tu sais à quel point ce jour compte pour lui et Manon. Tu ne peux pas faire de problème maintenant. Ça le détruirait. Faire des problèmes, répétai-je, incrédule. Il a commis un crime. C'est moi qui suis détruite. Amélie, écoute-moi, dit-elle, sa voix tombant dans ce ton familier et pleurnichard de martyr passif-agressif. C'est ton frère et je suis ta mère. Tu as toujours été la plus forte. Tu as toujours pris soin de nous. Tu trouveras bien une solution. Tu y arrives toujours. Laisse-lui juste avoir ça. Ne me crée pas de problème. L'audace de la chose, l'égoïsme a coupé le souffle m'a laissé sans voix. Je prenais soin d'eux depuis mes 20 ans. J'avais payé les frais de scolarité de François à l'université, qu'il avait gaspillés. J'avais couvert les frais de subsistance de ma mère. J'avais épongé les dettes de carte de crédit de François 2 fois, tout ça pour qu'il puisse vivre confortablement pendant que je travaillais jusqu'à en attraper une pneumonie. Et maintenant, alors qu'il m'avait finalement poussé au bord du gouffre financier, sa seule préoccupation était de ne pas faire de problème. Un calme étrange s'est installé en moi. Les tremblements ont cessé. Les larmes ont séché. C'était le genre de rage froide et lucide qui brûle toute panique et ne laisse qu'une pointe de détermination dure et acérée. Tu as raison, maman, dis-je, ma voix soudainement égale. Je suis la plus forte. C'est moi qui m'occupe des choses. Bien, dit-elle, semblant soulagée. Je savais que tu comprendrais. Bon, je te vois au dîner de répétition demain soir. Porte cette jolie robe bleue que j'aime bien. Non, dis-je. Non.
Comment ça, non? Je veux dire, non, je ne serai pas là. Une pensée, la graine d'un plan, se formait déjà dans mon esprit. Ils pensaient que j'étais riche et seul. Ils voyaient mes biens comme leur filet de sécurité personnelle. Ils avaient oublié une chose cruciale. Ils avaient oublié qu'un filet de sécurité peut être déplacé. Maman, dis-je, ma voix plate et vide de toute émotion. Tu m'as dit de ne pas faire de problème, mais tu as tort. Je vais faire des problèmes. Et le plus triste, c'est qu'après que j'aurai fait ça, seul toi auras des problèmes. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. J'ai ignoré les ordres du médecin. J'ai arraché la perfusion de mon bras, mon moniteur cardiaque hurlant de protestation tandis que j'arrachais les capteurs de ma poitrine. J'ai signé les formulaires de sortie contre avis médical, ignorant les protestations frénétiques de l'infirmière, et je suis sorti de l'hôpital, ma fine blouse flottant au vent. J'avais du travail à faire. Mon histoire avec François et ma mère était un long registre enchevêtré de transactions à sens unique. François était l'enfant chéri, le garçon qui ne pouvait rien faire de mal, même quand il ne faisait que du mal. J'étais la responsable, la fille capable. Nos rôles avaient été gravés dans la pierre depuis le départ de notre père quand j'avais 16 ans et François 10. J'ai trouvé un travail. François a été couvé. Je me suis payé mes études supérieures en travaillant 3 emplois. Pendant tout ce temps, j'envoyais de l'argent à la maison pour aider, ce qui, j'ai appris plus tard, signifiait financer la vie sociale de François au lycée. Quand j'ai lancé Pixel Parfait, mon petit studio de design de 2 personnes, je l'ai fait avec un prêt à taux d'intérêt élevé et des semaines de travail de 100 heures. Dès que j'ai eu ma première année rentable, les appels ont commencé. François avait besoin d'une nouvelle voiture pour son travail de commercial. Ma mère, Hélène, avait besoin d'aide pour les impôts fonciers. J'ai payé. J'ai continué à payer. Je me suis convaincu que c'était ce que faisait une bonne fille, une bonne sœur. Puis, il y a 5 ans, le propriétaire de ma mère a décidé de vendre le duplex qu'elle louait. Elle m'a appelé, hystérique, prétendant qu'elle serait à la rue. Je commençais tout juste à constituer une véritable épargne. Au lieu de l'investir dans la croissance de mon entreprise, j'ai vidé mes comptes et pris une deuxième hypothèque sur mon propre appartement pour lui acheter ce bungalow. Un endroit sûr, me disais-je, pour qu'elle n'ait plus jamais à s'inquiéter. J'ai mis l'acte de propriété à mon nom, une décision sur laquelle mon avocat a insisté, citant l'instabilité financière de ma famille. Mais je ne lui ai jamais fait sentir. C'était sa maison. Je payais les impôts. Je payais l'assurance. Et quand le toit a fui, j'ai payé pour ça aussi. François, pendant ce temps, avait flotté d'un plan pour devenir riche rapidement à un autre. Son travail de commercial actuel était pour une entreprise de marketing multiniveau vendant des boissons énergisantes. Son vrai travail, pour autant que je puisse en juger, était de dépenser de l'argent qu'il n'avait pas. Puis, il y a 1 an, il a rencontré Manon. Manon était, en un mot, sophistiquée. Elle n'était que très anguleuse, mèche blonde d'apparence coûteuse et un sourire d'une blancheur éclatante. Elle gérait un compte Instagram Lifestyle avec 2000 abonnés et parlait de synergie de marque et de créer une ambiance. Elle n'avait pas d'emploi discernible, mais elle portait des imitations de sacs de créateurs comme s'ils étaient vrais et regardait mes vêtements de travail pratiques et confortables avec une sorte de dédain apitoyé. Dès son introduction dans la famille, son attention sur moi a été intense, mais pas amicale. C'était une évaluation. Elle posait des questions pointues pendant le dîner, déguisées en bavardage futile. « Amélie, ton entreprise doit si bien marcher. C'est tout simplement incroyable. François dit que tu es propriétaire de la maison de ta mère. C'est si généreux. Ça doit être dur de diriger une entreprise toute seule. Tu ne te sens jamais seule ? Je l'ai vue pour exactement ce qu'elle était, un parasite cherchant un nouvel hôte, et elle avait identifié François comme le système de livraison vers mes ressources. Quand ils ont annoncé leur fiançailles, la planification du mariage a commencé immédiatement. La vision de Manon était une affaire à 100 000 euros. François, désespéré de la garder, lui a promis le monde. Quand leurs demandes de prêt ont été, comme on pouvait s'y attendre, refusées, la pression sur moi a commencé. Ça a commencé par des allusions. Nous sommes si stressés, Amélie. Nous voulons juste notre journée parfaite. Ça a escaladé en exigence. Si tu pouvais juste te porter garante pour ce prêt. Pour finir par une dispute en règle il y a 2 mois. Tu me dois bien ça, Amélie,
avait crié François au téléphone. Tu as tout et je n'ai rien. J'avais refusé. Je lui ai dit que je n'avais pas l'argent. Je lui ai dit que mon entreprise était dans une phase de croissance critique et que chaque centime était compté. Il m'avait traité de vieille fille égoïste et aigrie. C'était la dernière fois que nous nous étions parlé jusqu'à ce que je lui donne mon numéro de carte pour la compte de 1000 € du traiteur. Une offre de paix que j'avais faite contre mon meilleur jugement. Une offre de paix que lui et Manon avaient apparemment vue comme une clé. Maintenant, assise dans mon bureau sombre et froid à 3 heures du matin, venant de fuir l'hôpital, le tableau complet était clair. Ce n'était pas une impulsion. C'était un complot calculé. Ils avaient attendu. Ils avaient attendu que je sois vulnérable, que je sois à l'hôpital. Ils savaient que le mariage était dans 2 jours. Ils savaient que je ne voudrais pas faire de problème. Ils avaient compté sur ma culpabilité, mon sens du devoir familial et mon épuisement. Ils me voyaient comme une banque, un distributeur automatique, riche et seul. J'ai ouvert mon ordinateur portable, la lueur de l'écran illuminant mon visage pâle et tiré. J'ai ouvert le dossier intitulé « Famille ». Dedans se trouvait l'acte de propriété de la maison de ma mère, les factures de services publics que je payais, les reçus des prêts de François. Ils avaient oublié qui j'étais. Je n'étais pas seulement la plus forte. J'étais la plus intelligente. J'étais celle qui avait bâti une entreprise à partir de rien. Et ils venaient de me donner une raison de traiter enfin, cela comme une prise de contrôle hostile. Les premières lueurs de l'aube étaient grises et aqueuses, filtrant à travers les stores de mon bureau. Je n'avais pas dormi. J'avais passé les 4 dernières heures alimentées par un mélange toxique de rage et de prednisone, épluchant méticuleusement mes finances. Le débit de 40 000 € avait frappé mon compte professionnel principal. C'était, comme je le craignais, catastrophique. Après la paie du 15, je serais à découvert. Je ne pourrais pas payer mes impôts trimestriels. Je ne pourrais pas payer le loyer de mon bureau. Pixel Parfait serait insolvable d'ici la fin du mois. Mon premier appel n'a pas été pour un avocat. C'était pour mon associée, Chloé. Elle était ma directrice financière, ma comptable en chef et la personne la plus sensée que je connaissais. Elle a décroché à la première sonnerie. « Amélie, qu'est-ce qui ne va pas ? Je pensais que tu étais à l'hôpital. » « J'y étais, dis-je, ma voix plate. »« Chloé, j'ai besoin que tu viennes au bureau. Maintenant. » Et apporte le classeur de contingence. 1 heure plus tard, elle était assise en face de moi, une tasse de café en polystyrène à la main, le visage sombre alors que je lui exposais la situation. 40 000 €, souffla-t-elle, les yeux écarquillés. Amélie, c'est la paix. C'est tout, confirmai-je. François l'a volé pour son mariage. Chloé, toujours pragmatique, a juste hoché la tête lentement. D'accord. D'accord. Donc, nous avons 2 problèmes. La crise de trésorerie immédiate et le problème familial. Elle tapota son stylo sur la table. Le premier est plus facile. On peut virer de l'argent du compte de provision pour impôts, mais c'est une solution temporaire. Nous devrons le remplacer ou nous aurons de gros ennuis avec le fisc. Nous avons besoin de récupérer ces 40 000 €. Maintenant. Je ne déposerai pas de plainte à la police, dis-je fermement. Je ne pensais pas que tu le ferais, dit-elle. C'est compliqué. Mais Amélie, tu ne peux pas les laisser s'en tirer comme ça. Je n'ai pas l'intention de le faire. J'ai ouvert le dossier famille sur mon ordinateur portable et tourné l'écran vers elle. J'ai un actif. Chloé s'est penchée. Elle a parcouru les fichiers. L'acte de propriété du bungalow, les 5 dernières années de paiement d'impôts fonciers, les polices d'assurance, tout à mon nom, tout payé par mon entreprise en tant que dépense de prélèvement du propriétaire. Un sourire lent et calculateur s'est étendu sur son visage. Oh, Amélie, ce n'est pas juste un actif. C'est une option nucléaire. Ma mère et mon frère me voient comme leur filet de sécurité, dis-je, la résolution froide se durcissant dans ma voix. Il est temps de leur montrer ce qui se passe quand on retire le filet. Quel est le plan ? Le dîner de répétition de François est ce soir. Le mariage est demain matin. Il pense que je vais juste me laisser faire et accepter ça pour éviter une scène. Il compte dessus. J'ai ouvert un autre fichier. Celui-ci contenait un contact. J'appelle mon avocat, Michel.
J'ai besoin qu'il rédige un avis d'expulsion et une lettre de mise en demeure. Et j'appelle un agent immobilier, le plus agressif que je connaisse. Mon deuxième appel fut pour Michel. J'ai expliqué la situation, la fraude, le montant. C'est un cas flagrant d'utilisation non autorisée, dit-il. Nous pouvons geler ses comptes. Déposer. Non, l'interrompis-je. Pas encore. Je veux gérer ça à ma façon d'abord. Je suis propriétaire du bien de ma mère en nom propre. Elle est légalement une locataire sans bail. Je veux que vous rédigiez un préavis de départ formel de 30 jours. Et je veux une lettre de mise en demeure distincte adressée à François, Manon et ma mère, les tenant solidairement responsables des 40 000 € à rembourser intégralement, sinon je procéderai à des poursuites pénales pour fraude électronique. Amélie, c'est agressif, dit Michel. Mais il y avait une note d'approbation dans sa voix. Ils ont débité la carte de mon entreprise, Michel. Ils ne m'ont pas seulement volé. Ils ont menacé les moyens de subsistance de mes employés. Je veux que ce soit fait d'ici midi. Mon troisième appel fut pour un agent immobilier de premier plan dans le quartier de ma mère. J'ai besoin de mettre une propriété en vente, dis-je. Et j'ai besoin que le panneau à vendre soit dans le jardin d'ici le lever du soleil demain, le jour du mariage. À 10 heures, j'étais une femme en mission. Chloé et moi avions restructuré les comptes pour couvrir le déficit de paie immédiat. À midi, Michel m'avait envoyé par email les copies numérisées de l'avis d'expulsion et de la lettre de mise en demeure. J'ai passé l'après-midi non pas dans un lit d'hôpital, mais dans mon bureau à me préparer. J'ai imprimé les documents sur du papier cartonné épais et lourd. Je les ai mis dans une enveloppe nette et professionnelle. J'ai appelé le domaine de la Chênaie, non pas pour annuler, mais pour confirmer quelques détails. J'ai parlé à la responsable des événements, une femme très serviable nommée Céline. Oui, je confirme le paiement d'Amélie, propriétaire de Pixel Parfait. J'appelle juste pour confirmer qu'en tant que payeur, j'ai également droit à tous les contrats des fournisseurs et aux documents de planification associés à l'événement. Oui. Oui, je reste en ligne. Une minute plus tard, ma boîte de réception a sonné. Les contrats, les plannings, la liste des invités, et plus intéressant encore, les échanges de mes privés entre Manon, François et le lieu de réception. J'ai commencé à lire. Mes yeux se sont écarquillés. C'était pire que ce que je pensais. Il faut juste qu'on obtienne le paiement final de ma sœur, avait écrit Manon il y a 3 semaines. Elle est un peu difficile, mais elle paiera. Elle paie toujours. Ils n'avaient pas seulement volé l'argent. Ils avaient prévu de me faire payer depuis le début. Le vol n'était que leur dernière tentative désespérée quand j'ai refusé de financer leur fantasme. J'ai regardé l'horloge. 18 heures. Le dîner de répétition commençait dans 1 heure. Je suis rentré chez moi, j'ai pris une douche chaude et j'ai mis mon plus beau tailleur noir. Pas la robe bleue que ma mère aimait. C'était une armure. Je n'étais plus une victime. J'étais une créancière. Et j'étais sur le point de faire ma première visite de recouvrement en personne. Le dîner de répétition avait lieu dans un restaurant ridiculement branché avec des sols en béton et des conduits apparents. Je suis entré à 19 heures, juste au moment où les apéritifs étaient servis. Toute la noce était rassemblée à une longue table, François et Manon en bout de table, menant la conversation. Ma mère, Hélène, était assise près d'eux, rayonnante. Quand elle m'a vu entrer, son sourire a vacillé, remplacé par une expression d'anxiété tendue. Elle ne s'attendait clairement pas à ce que je vienne. François m'a vu ensuite. Ses yeux se sont écarquillés de panique momentanée, mais cela a été rapidement remplacé par un sourire narquois et provocateur. Il a donné un coup de coude à Manon, qui s'est retournée, m'a vu, et son visage s'est crispé, son rouge à lèvres parfaitement appliqué se tordant en un rictus. Je les ai tous ignorés et me suis dirigé directement vers le bar. J'ai commandé une eau gazeuse. J'avais besoin d'avoir les idées claires. Après quelques minutes, ma mère s'est précipitée vers moi, se tordant les mains. « Amélie, tu es venue. Je suis si contente que tu aies décidé d'être raisonnable. » « Je ne suis pas ici pour être raisonnable, maman, dis-je, sans la regarder, en sirotant mon eau. Je suis ici pour affaires. » « Des affaires ? Amélie, ne fais pas ça. S'il te plaît. C'est la soirée spéciale de François. Regarde comme il est heureux. Je me suis finalement tourné pour la regarder. Il était heureux à l'hôpital aussi, pendant qu'il me volait.
Savais-tu que lui et Manon avaient prévu de me faire payer pour tout ça depuis le début? Qu'ils m'ont qualifié de difficile auprès de l'organisatrice du mariage parce que je ne voulais pas financer leur fantasme? Le visage de ma mère est devenu pâle. Ils étaient juste stressés, Amélie. Tu sais comment sont les mariages. Arrête, dis-je, ma voix basse et dangereuse. Arrête de lui trouver des excuses. Tu l'as soutenu toute sa vie et voilà le résultat. Tu as créé un voleur. Comment oses-tu, siffla-t-elle, ses yeux se remplissant de larmes d'apitoiement. Je suis ta mère, après tout ce que j'ai fait pour toi. Et c'est la partie que vous semblez tous oublier. Je l'ai laissé bafouiller au bar et me suis dirigé vers la table. Le brouhaha s'est tu à mon approche. François s'est levé, tentant un air de charme magnanime. Amélie, content que tu aies pu venir, dit-il fort pour le bénéfice des amis de Manon. Pas de rancune pour le, tu sais, cadeau, hein? On est une famille. Il a voulu me prendre dans ses bras. J'ai levé une main, l'arrêtant net. De ma mallette, j'ai sorti l'enveloppe blanche et impeccable. Je ne la lui ai pas tendue. Je l'ai fait glisser sur la table. Elle a atterri parfaitement entre son assiette et celle de Manon. Qu'est-ce que c'est? Demanda Manon, sa voix tranchante. Si c'est une facture, Amélie, c'est incroyablement de mauvais goût. C'est une copie d'une lettre de mise en demeure de mon avocat, dis-je, ma voix claire et portant dans le silence soudain. Elle détaille les 40 000 € que vous avez débités sur ma carte de crédit professionnel sans autorisation. Vous avez 30 jours pour restituer la totalité du montant ou je procéderai à des poursuites pénales pour fraude électronique. Le visage de François est passé du narquois au violet. Tu n'oserais pas, balbutia-t-il. 40 000 €, continuai-je, ce n'est pas un cadeau. C'est un vol qualifié. C'est aussi, depuis ce matin, l'intégralité de la paie de mon entreprise, que vous venez de voler. Quelques-unes des demoiselles d'honneur de Manon ont eu un hoquet de surprise. Manon, cependant, a redoublé d'agressivité. Tu mens, siffla-t-elle, les yeux plissés. Tu essaies juste de ruiner notre mariage parce que tu es une vieille sorcière jalouse et misérable. Tu es riche. François a dit que tu l'étais. Riche? J'ai failli rire. Je ne suis pas riche. Je suis endetté. J'ai une entreprise à gérer, des employés à payer et des impôts à verser. L'argent que vous avez dépensé pour votre journée parfaite était leur salaire. Mais tu as raison sur un point. Je ne suis pas ici pour ruiner votre mariage. Je suis ici pour sauver mon entreprise. Je me suis alors tourné vers ma mère, qui regardait avec des yeux grands et terrifiés. J'ai sorti une deuxième enveloppe de ma mallette. Celle-ci, je la lui ai tendue directement. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Murmura-t-elle, ses mains tremblantes. Ça, dis-je, c'est un avis légal d'expulsion de la propriété située au 452 rue des Chênes. La maison est mise en vente demain matin pour couvrir la dette que vous et votre fils avez contractée. Vous avez 30 jours pour trouver un nouveau logement. Ma mère a regardé le papier, puis moi, son visage un masque d'horreur pure et incompréhensible. Ma maison. Amélie, tu ne peux pas. C'est ma maison. C'est ma maison, maman, dis-je, ma voix résonnant de années de frustration refoulée. C'est mon actif, et toi, François et Manon, vous venez de le liquider. Tu m'as dit de ne pas faire de problème. Tu as dit que je trouverais une solution. Eh bien, je l'ai fait. Je vends la maison pour payer les 40 000 € que vous avez volés. Hélène a poussé un petit cri étranglé et s'est effondrée sur une chaise. François a explosé. Monstre! Tu mettrais notre propre mère à la rue. Pourquoi? De l'argent? Pour mon argent, répliquai-je, mon propre volume augmentant. L'argent que tu as volé. Tu pensais que j'étais une banque, François. Tu pensais que j'étais une source inépuisable. Tu pensais que j'étais riche et seul. Tu avais à moitié raison. Je suis seul parce que ma famille est composée de voleurs. Mais je ne suis pas riche. Je suis juste la seule d'entre nous qui sait comment travailler. Manon s'est soudainement levée, sa chaise raclant bruyamment. Tu ne peux pas faire ça. Le mariage, les fournisseurs sont payés. Nous allions avoir notre journée. Oh, le mariage aura bien lieu, dis-je avec un sourire glaçant. Je m'en suis assuré. Après tout, c'est moi qui ai payé.
Et en tant que seule payeuse, le lieu de réception a été ravi de transférer l'ensemble du forfait événementiel, y compris tous les contrats des fournisseurs, à mon nom. Je suis maintenant légalement l'organisatrice, et toi, ma chère, tu n'es que mon invité. Je vous vois tous les deux demain. Essayez d'être à l'heure. Je me suis retourné et suis sorti du restaurant, laissant derrière moi un cratère de silence et de choc. Le lendemain matin, j'étais debout avant l'aube. Je ne suis pas allé au salon de coiffure pour me faire coiffer et maquiller. Je suis allé chez ma mère. Je suis arrivé à 7 heures, juste au moment où l'équipe de l'agent immobilier plantait le panneau à vendre sur la pelouse avant. C'était un beau et grand panneau. Disponibilité immédiate, déclarait-il dans une bannière rouge vif en haut. La porte d'entrée de ma mère s'est ouverte brusquement. Elle était encore en chemise de nuit, les cheveux en désordre. Elle a fixé le panneau, puis moi, alors que je me tenais sur le trottoir, un café à la main. « Amélie. Amélie, enlève-le » a-t-elle hurlé en courant sur la pelouse. Mes voisins vont voir. Qu'est-ce que les gens vont penser? Ils penseront que la maison est à vendre, maman. Ce qui est le cas, dis-je calmement. Tu es un monstre. Tu fais ça pour ruiner le jour du mariage de François, après tout ce que j'ai fait pour toi. Arrête, dis-je en levant une main. Arrête. Tu as 30 jours, Hélène. Je te suggère de passer moins de temps à t'inquiéter de tes voisins et plus de temps à appeler des agences de location d'appartements. Son visage s'est décomposé. François ne peut pas te rembourser. Il n'a pas d'argent. Ce mariage, c'est tout ce qu'il a. Ce mariage, dis-je, est un mensonge à 40 000 €, et il n'a pas à me rembourser. La vente de cette maison couvrira la dette, et je pourrai payer mes employés. Mais moi alors, se lamenta-t-elle. Où vais-je aller? François et Manon ne peuvent pas m'héberger. Leur appartement est minuscule. Ça ressemble à un problème qui est le tien, dis-je, les mots ayant un goût de cendre, mais nécessaire. Tu m'as dit de le laisser avoir ça. Tu m'as dit de ne pas faire de problème. Tu as fait ton choix. Maintenant, je fais le mien. Je suis remonté dans ma voiture et je suis parti, la laissant pleurer sur la pelouse à côté du panneau à vendre. Mon téléphone a commencé à sonner presque immédiatement. C'était François. J'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Puis Manon, j'ai laissé aussi. Puis une rafale de textos. François, enlève ce panneau maintenant. Tu as fait passer ton message. Manon, tu ne gâcheras pas ma journée. Sale vieille sorcière aigrie. Tu vas le regretter. François, maman est hystérique. Tout est de ta faute. Je vais te poursuivre en justice, tu me le dois. J'ai ri. Me poursuivre avec quel avocat? Avec quel argent? Il n'avait toujours pas compris. Il pensait que c'était une négociation. Il pensait que c'était un caprice, un bluff. Il croyait encore que je céderais au nom de la famille. Il n'avait aucune idée de ce que j'avais fait d'autre. Pendant qu'ils avaient leur crise de nerfs, j'étais au téléphone avec Chloé et mon avocat, Michel. Il panique, dis-je à Michel. François menace de me poursuivre. Laisse-le faire, dit Michel, l'air amusé. Mais Amélie, j'ai de nouvelles informations. Tu m'as demandé de faire des recherches sur la fiancée, Manon. Et ce n'est pas juste une aspirante influenceuse. C'est une professionnelle. Elle a été fiancée 2 fois auparavant au cours des 5 dernières années. Les 2 fois à des hommes de familles aisées. Les 2 fiançailles ont été rompues. Et les 2 fois, elle est partie avec des cadeaux, une voiture, un règlement en espèces important pour éviter l'embarras. Mon sang se glaça. C'est une arnaqueuse professionnelle. Elle est très douée pour ça, dit Michel. Elle trouve des hommes crédules ayant accès à l'argent de leur famille, fabrique une crise à fort enjeu comme un mariage de rêve, et utilise le désir de la famille d'éviter le scandale pour obtenir un paiement. Il semble que cette fois, elle est simplement mal calculée. Elle pensait que c'était toi la crédule. Et François, dis-je, les pièces du puzzle s'assemblant. Il n'est pas seulement son fiancé, il est son partenaire. Il semble que oui. Le débit de 40 000 € n'était pas seulement pour le mariage. Le lieu de réception a confirmé avoir reçu le paiement, mais ils ont aussi émis un remboursement de 15 000 € sur un compte différent. Un compte au seul nom de Manon. Ils avaient surpayé avec ta carte et empoché la différence. Ils n'avaient pas seulement volé. Ils avaient détourné.
Ils prévoyaient de payer le mariage et de voler simultanément un cadeau en espèces pour eux-mêmes. Mais 40 000 € devaient être 25 000 € pour le lieu et 15 000 € pour leur lune de miel. Cela changeait tout. Ce n'était pas seulement un vol désespéré et égoïste. C'était une fraude prédatrice et calculée. François était toujours en difficulté. Il était toujours de mon sang. Mais Manon, elle était une professionnelle et elle venait de commettre l'erreur fatale de laisser une trace écrite qui menait directement à mon avocat. « Michel, dis-je, j'ai besoin que vous imprimiez chaque document que vous avez trouvé. Le virement bancaire pour les 15 000 €, les dossiers de ses fiançailles passées, tout. »« Que allez-vous faire ?» demanda-t-il. « J'ai payé pour un mariage, dis-je. Je vais y assister et je vais apporter un cadeau. » Le mariage était à 11 h. Je suis arrivé à 10h45, non pas en robe de demoiselle d'honneur, mais dans mon tailleur noir de pouvoir. J'avais l'air d'assister à une exécution d'entreprise, ce qui, d'une certaine manière, était le cas. Je suis entré dans le domaine de la Chênaie. C'était magnifique. Manon avait bon goût, je devais le lui accorder. Des fleurs dégoulinaient de chaque surface. Un quatuor à cordes jouait doucement. François était à l'avant, l'air pâle et en sueur dans son smoking. Quand il m'a vu, il a commencé à marcher vers moi, le visage masqué de fureur. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» siffla-t-il en essayant de garder sa voix basse. « Je suis l'organisatrice, tu te souviens ?» dis-je vivement. « C'est moi qui ai payé. Je suis ici pour m'assurer que mes invités sont heureux. »« Toi, tu balbutia-t-il. Tu as tout gâché. Maman est anéantie. Tu as détruit cette famille. »« Non, François, dis-je, ma voix baissant. C'est toi qui l'as fait. Toi et Manon. Ou devrais-je dire, Manon et ses deux fiancés précédents, ceux à qui elle a aussi soutiré des milliers d'euros. » Le visage de François est passé du rouge au blanc maladif. Il avait l'air d'être sur le point de vomir. « Quoi ? De quoi tu parles ? » Je parle des 15 000 €, dis-je en regardant ses yeux. Là, la lueur de pure terreur. Le remboursement que toi et Manon avez fait envoyer par le lieu de réception sur son compte privé. L'argent que vous avez volé en plus de l'argent que vous aviez déjà volé. Tu ne voulais pas seulement un mariage, François. Tu voulais un pactole. Elle n'est pas seulement ta fiancée. Elle est ton associée. Il était sans voix. Il me fixait simplement, la bouche s'ouvrant et se fermant. Voilà la mariée, murmurai-je en souriant. Tu ferais mieux de retourner là-haut. Le spectacle va commencer. Je pris place au dernier rang, une épaisse enveloppe Kraft posée sur mes genoux. La musique a enflé, les portes se sont ouvertes, et Manon est apparue, une vision en dentelle blanche. Elle a descendu l'allée, les yeux fixés sur François. Mais en se rapprochant, son sourire a vacillé. Elle pouvait voir son visage. Elle pouvait voir la panique. Elle a regardé au-delà de lui et m'a vu, assise au fond, souriant et tenant cette enveloppe. Son pas a hésité. Le charme était rompu. La cérémonie fut une masterclass de tension. François et Manon semblaient tous deux marcher sur une corde raide. Ils ont précipité leurs vœux, leur voix aiguë et tendue. Quand l'officiant les a déclarés mari et femme, le baiser fut un bref et gênant contact des lèvres. Les applaudissements des invités étaient polis, mais l'énergie dans la pièce était terriblement fausse. La réception a eu lieu dans la salle de bal principale. En tant qu'organisatrice, j'avais pris la liberté d'apporter un petit changement au plan de table. Je m'étais placé à la table d'honneur familiale, directement en face de ma mère, qui avait l'air de ne pas avoir dormi depuis une semaine, et à côté des heureux mariés. François et Manon se sont assis, rigides. « Qu'y a-t-il dans cette enveloppe, Amélie ?» siffla Manon, abandonnant toute prétention de joie nuptiale. « Mon cadeau de mariage, » dis-je en la posant sur la table. « Je veux que tu partes, » dit-elle. « Tu as fait assez de dégâts. Tu as humilié la mère de François. » Je crois que c'est François qui a humilié sa mère en volant sa sœur et en la faisant expulser de sa maison, corrigeai-je. La première danse fut atroce. Il se déplaçait avec raideur, se chuchotant furieusement. J'ai vu Manon frapper le bras de François. Je l'ai vu secouer la tête, vaincu. Puis vinrent les discours. Le témoin, un ami de François qui ne connaissait manifestement pas la véritable histoire, a prononcé un discours fade et générique. Puis la demoiselle d'honneur de Manon, qui semblait être dans le coup, s'est extasiée sur les âmes sœurs et le grand amour.
Puis je me suis levé. J'ai pris ma flûte de champagne. J'aimerais porter un toast, annonçai-je. La salle se tut. Tous les yeux se sont tournés vers moi. François a essayé de me faire rasseoir. Amélie, non, assieds-toi. Pose tes mains sur moi, François, dis-je d'une voix basse et égale, et je te ferai expulser pour agression, à mes frais. Il a reculé. J'ai tapoté mon verre. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, je suis Amélie, la sœur de François, et, eh bien, la mécène de cet événement. C'est moi qui ai tout payé. Un léger applaudissement poli. Le visage de Manon était blanc. François et moi avons une eau différente, continuai-je. Mais il a toujours été ambitieux, et en Manon, il a vraiment trouvé son égal. Une femme qui sait exactement ce qu'elle veut et exactement comment l'obtenir. J'ai souri directement à Manon. Certaines mariées, par exemple, veulent juste une belle journée, mais Manon est bien plus intelligente que ça. Pourquoi se contenter d'une journée quand on peut avoir un pactole? Un murmure confus a parcouru la foule. Voyez-vous, dis-je en ouvrant l'enveloppe Kraft. Manon est ce qu'on pourrait appeler une mariée professionnelle. C'est, selon le décompte de mon avocat, ses troisièmes fiançailles à haut risque en 5 ans. J'ai sorti le premier document. Ceci est une copie d'un rapport de police d'un monsieur Jacques Dubois en 2021. Il allait que sa fiancée, Megan Riley, bien qu'elle se faisait appeler Manon Ross à l'époque, l'a convaincue de lui acheter une voiture d'investissement à 35 000 €, avec laquelle elle a rapidement disparu. Manon s'est levée d'un bond. Tu mens. Sécurité. Sortez-la d'ici. Oh, mais je suis l'organisatrice, dis-je en brandissant le contrat du lieu. Je suis la seule à pouvoir appeler la sécurité. Asseyez-vous, s'il vous plaît, Manon. Le meilleur reste à venir. J'ai sorti le deuxième document. Et ceci. C'est un virement bancaire. Un remboursement de 15 000 € de ce même lieu, envoyé sur un compte offshore privé. Il semble que mon frère et ma nouvelle belle-sœur aient accidentellement surfacturé ma carte de crédit professionnel et se soient fait virer la différence. Mon autre argent, directement dans leur poche. La salle de bal était d'un silence de mort. On aurait pu entendre une mouche voler. Je me suis tourné vers François, mon frère, qui m'a dit que je devrais être heureuse de payer parce que j'étais riche et seul, qui a volé les salaires de mes employés pendant que j'étais sur un lit d'hôpital. Et en plus, lui et sa mariée arnaqueuse ont pu non seulement organiser une fête qu'ils ne pouvaient pas se permettre, mais aussi détourner 15 000 € au passage pour leur escapade. Ma mère, Hélène, a poussé un sanglot étouffé. François, est-ce que c'est vrai? François fixait simplement la table, tout son corps tremblant. Manon, cependant, n'était pas du genre à pleurer. C'était une battante. Elle a attrapé un verre de champagne et me l'a jeté. Tu as ruiné ma vie, a-t-elle hurlé. Je l'ai esquivé facilement. Le champagne a éclaboussé la chaise vide à côté de moi. Non, Manon, dis-je en ramassant le dernier document. C'est toi qui as tout gâché. Ceci est une copie de la plainte pénale pour fraude que mon avocat dépose lundi pour 55 000 €. Les 40 que vous avez volés et les 15 que vous avez détournés. Puis j'ai regardé François. Ses yeux étaient écarquillés d'une terreur que je n'avais jamais vue auparavant. Il n'était plus un garçon suffisant et privilégié. C'était un homme acculé et pathétique. À moins, dis-je, que vous ne vouliez faire un autre marché. Manon, voyant sa porte de sortie, s'est soudainement retournée contre François. Toi. Tu m'as dit qu'elle était facile. Tu m'as dit qu'elle paierait et se tairait. Idiot. Tu m'as ruiné. Elle l'a giflé violemment au visage. Le son a claqué dans la salle de bal. Et c'est là que François, mon frère faible, complice et égoïste, a finalement fait la première chose utile de toute sa vie. Alors que Manon se tournait pour fuir, il lui a attrapé le bras. Non, dit-il, sa voix un murmure rauque. Tu ne me laisses pas avec ça. Il m'a regardé, les yeux suppliants. Amélie, s'il te plaît. Je ne savais pas pour les autres gars. Je le jure. Je pensais que c'était juste le remboursement. Tu l'as quand même volé, François, dis-je. Je sais. Je sais, a-t-il pleuré, des larmes coulant sur son visage. Mais elle a dit que c'était le seul moyen pour nous d'être ensemble. Elle a dit que tu ne le remarquerais jamais. Je signerai n'importe quoi.
Je témoignerai. Ne m'envoie juste pas en prison. Manon a essayé de se dégager, mais François a tenu bon. Le quatuor à cordes avait heureusement cessé de jouer. J'ai regardé le chaos, les invités horrifiés, ma mère en pleurs, mon frère pathétique et sa mariée piégée et hargneuse. Bien, dis-je. Je me suis approché de Michel, mon avocat, qui se tenait discrètement près de la porte. Il s'est avancé et a tendu un stylo et un document à François. Ceci est une confession complète, dit Michel, sa voix résonnant dans la pièce silencieuse. Et une reconnaissance de dette pour la totalité des 55 000 euros, vous tenant seul responsable en échange de votre témoignage contre Madame Manon. François, sanglotant, a attrapé le stylo et l'a signé sur la table du gâteau. Manon a poussé un cri de rage pure et animale, mais elle était finie. Alors que deux policiers, que Michel avait judicieusement appelés pour superviser une affaire civile, entraient dans la salle de bal, elle n'a pas résisté. Elle a simplement laissé ses épaules s'affaisser. Le charme n'était pas seulement rompu. Il était anéanti. La chute a été rapide et totale. Manon, face à des preuves accablantes et au témoignage complet de François, a été accusée de fraude et de vol qualifié. Sa défense s'est effondrée lorsqu'un de ses précédents fiancés, encouragé par l'appel de mon avocat, a accepté de témoigner également. C'était une prédatrice en série et la loi l'a finalement traitée comme telle. Elle purge actuellement une peine de 3 ans. François, en échange de sa coopération, a obtenu une probation et 1500 heures de travaux d'intérêt général imposés par le tribunal. La reconnaissance de dette qu'il a signée était en béton. Ses salaires de son travail de commercial et de tout autre emploi qu'il occupera au cours de la prochaine décennie sont saisis. Un petit chèque de 200 euros arrive à mon bureau le 1er de chaque mois. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est un début. C'est une reconnaissance. Mon entreprise, Pixel Parfait, a survécu, de justesse. Chloé, mon roc, m'a aidé à obtenir un prêt relais à court terme et à taux d'intérêt élevé pour couvrir le déficit immédiat. Il nous a fallu 6 mois de travail acharné, des semaines de 80 heures, pour nous remettre sur pied, mais nous l'avons fait. Le client que je démarchais avant ma pneumonie? Nous l'avons décroché. Nous sommes enfin vraiment rentables. Le jour où le panneau à vendre a été planté sur le terrain du bungalow de ma mère a été le jour où notre relation, telle que je la connaissais, a pris fin. Je lui ai cependant offert un choix. Je l'ai rencontrée dans un café une semaine après le mariage qui n'en était pas un. Elle avait l'air vieille et frêle, et pendant un instant, la vieille culpabilité m'a tenaillé. La maison est sous séquestre, lui ai-je dit. Elle s'est vendue en 3 jours. Après avoir remboursé le prêt que j'ai dû prendre et reconstituer le compte fiscal de l'entreprise, les 40 000 euros seront réglés. Donc, je suis sans abri, dit-elle, sans me regarder. Non, dis-je. Tu ne le es pas. J'ai 2 options pour toi. J'ai fait glisser 2 brochures sur la table. L'option A est un très bel appartement d'une chambre dans une résidence pour seniors. C'est propre, c'est sûr, et c'est tout à fait dans un budget que je peux me permettre de subventionner. Je paierai les 6 premiers mois de loyer pour que tu puisses t'installer. Après ça, tu devras utiliser ta retraite. Je ne paierai plus tes factures. Et l'option B, murmura-t-elle. L'option B, c'est François. Tu peux emménager avec lui. Il vit actuellement dans un studio au-dessus d'un garage. Le choix t'appartient. Elle m'a regardé, ses yeux remplis d'un ressentiment qui brûlait plus fort que tout l'amour qu'elle m'avait jamais montré. Tu es exactement comme ton père, cracha-t-elle. Froide. Non, maman, dis-je en me levant et en laissant un billet de 20 euros sur la table pour son café. Je suis celle qui est restée, et je suis celle qui part enfin. Dis-moi où envoyer le chèque pour la caution. Elle a choisi l'appartement. Nous ne nous parlons pas. Je reçois une carte de remerciement formelle et laconique à Noël. C'est mieux ainsi. Le chaos de cette journée a réinitialisé ma vie. J'ai vendu mon propre grand appartement et j'ai emménagé dans un espace plus petit et plus lumineux. J'ai pris mes premières vraies vacances en 10 ans. J'ai renoué avec de vieux amis. Je ne suis plus simplement riche et seul. Je ne suis même pas riche, mais je suis solvable. Je suis respecté. Et je suis, pour la première fois de ma vie, vraiment libre. Le téléphone a sonné la semaine dernière. C'était François. Sa voix était différente. Plus posée. Amélie, dit-il. Je viens de finir mes travaux d'intérêt général.
J'ai trouvé un vrai travail dans une quincaillerie. C'est bien. C'est bien, François, dis-je, neutre. Je voulais juste dire que je suis désolé. Pour tout ça. J'ai été faible et j'ai été stupide et je suis désolé. J'ai pris une profonde inspiration. La colère, la rage incandescente qui m'avait porté à travers cette période horrible avait disparu. Tout ce que je ressentais était une douleur sourde. Je sais que tu le es, François, dis-je. Merci de l'avoir dit. Je n'ai pas dit que je te pardonnais. Je ne sais pas si je le ferai un jour. Mais c'était un début. J'ai raccroché le téléphone, regardé la ville par la fenêtre de mon nouveau bureau, et je suis retourné au travail.